Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Garrigue et Hugo Benoît de Bretchen qui vont nous parler des Steelers. C'est à vous. Merci, écoutez, ravi d'être là. Donc, on va vous parler des Steelers. Il y a deux raisons. En fait, la première, c'est que du coup, c'est un sujet sur lequel on bosse pas mal, donc évidemment, on a quelques trucs à raconter. Et la seconde raison, c'est qu'on pense que c'est un sujet d'intérêt pour tout le monde aujourd'hui en termes de veille cyber qui mérite donc d'être connu et partagé. Voilà, si tu veux bien, Hugo. Donc, rapidement, le plan que vous allez avoir à l'écran, j'espère. Alors, évidemment, sinon, voilà. Parfait. Donc, après une présentation générale, on vous partagera un peu ce qu'on a appelé analyse, c'est-à-dire le volet géopolitique, technique, sociologique ou même juridique de cette chasse en fait aux Steelers, de comment on travaille et comment en fait ça nous pose aussi des difficultés. Et puis un petit peu qu'est-ce qu'est le quotidien d'un analyste qui s'intéresse aux infos Steelers aujourd'hui. Voilà. Donc, je reprends ma métaphore, vous connaissez tous le principe de la ruée vers l'or. Quand on explique aux gens à qui on explique les infos Steelers ce que c'est, on leur dit, bah, c'est simple, c'est comme la ruée vers l'or, vous avez des acteurs qui sont en contact direct avec la richesse finale. Le ransomware, typiquement, il a l'argent directement, mais tout un tas d'autres acteurs également, et, je sais pas, les gens, Lazarus par exemple, sur les crypto-monnaies, ils récupèrent de la thune directement. Bah, les infos Steelers, c'est vraiment les gens qui vendent des pelles, en fait, c'est-à-dire les gens qui vont vendre de l'outillage. Donc, ça permet un peu de comprendre ce que c'est dans l'écosystème criminel ou cybercriminel, mais ça n'explique pas pourquoi c'est important. Ça, on y reviendra après. Donc, euh, ça marche. Voilà. Un des exemples les plus connus qu'on vous présente pour illustrer, alors il y en a d'autres, mais on n'est pas forcément toujours, c'est pas toujours facile toujours à dévoiler, etc. Mais ça, c'est un des premiers hacks de Uber, un des premiers les plus connus. Ils se sont fait hacker plusieurs fois, mais celui-là, c'est vraiment le premier connu. Et en fait, la partie de gauche, donc le réemploi de crédentiels, login mot de passe pour accéder au Slack, qui va ensuite permettre de lancer l'attaque type de MFA fatigue, qui va ensuite permettre d'enregistrer un nouveau device pour faire de la MFA avant de lancer toute la partie droite du schéma. Donc tout ce qu'il y a, en fait, tout ce qui est à gauche du petit bonhomme avec la capuche, tout ça c'est du stealer. Donc en fait, le mec est rentré en rejoint, je crois de mémoire, un cookie Slack. Donc il s'est retrouvé dans un Slack où il a effectivement remplacé le détenteur légitime et à partir de là, il a enchaîné tout un ensemble d'attaques qui lui a permis à la fin, on a à droite, de prendre le contrôle de tout un tas de trucs vachement intéressants chez Uber, y compris leur plateforme de bug bounty, qui était assez comique, il faut pas se mentir. Voilà. Et donc tout le premier truc, et c'est ça en fait le cœur des infos stealers, ça permet de donner un premier, à vraiment passer la barrière interne-externe, ce que moi j'appelais la primo-intrusion, de manière beaucoup plus facile, en tous les cas avec beaucoup plus de facilité, dans un contexte où la MFA, où la double authentification, l'authentification forte, est de plus en plus répandue. Voilà. Donc le danger en fait il est là. Et c'est pour ça que c'est intéressant. La deuxième raison du danger vient du côté massif, sur lequel on aura l'occasion de revenir aussi. Alors, tiens, je vais laisser Hugo, parce que sinon je vais Ok, garder la parole jusqu'à la merci fin. Arnaud. Donc par rapport aux terminologies qui sont utilisées, comme tout champ d'activité, il y a un langage, un vocable propre à ce milieu qu'est le cybercrime orienté sur les stealers. Donc en fait, il y a différents acteurs. Il y a ceux qui fabriquent les malwares, qui soit les vendent en one shot. Il y en a aussi des open source. Hein. Ou sinon, le plus courant, c'est ils vendent des abonnements à leur malware avec les mises à jour qui vont avec. Donc en fait, ceux qui les rachètent, ceux qui vont utiliser et diffuser ces malwares, sont ce qu'on appelle les clouds. On en trouve un peu partout, notamment sur Telegram, on y reviendra. Et en fait, ils diffusent ce malware par différents stratagèmes, qu'on verra aussi par la suite, et récupèrent et revendent ce qu'on appelle les logs. Hein. Donc les logs regroupent l'ensemble des informations des victimes. Ils diffusent les malwares sur différents OS, hein, c'est pas que de Windows, on en voit aussi du Mac, via les logiciels craqués, les usurpations de fabricants de logiciels légitimes, et des fausses pubs et des fausses mises à jour. Et une fois que les personnes sont infectées, ils ne sont pas forcément au courant, à part quand ils voient les dégâts qu'ont traîné leur infection, mais le malware n'est pas visible et non plus pas persistant, on verra, et dans les données et donc récolte l'ensemble des données et des fois revient en fonction que la victime reclique sur le malware. Voilà. L'organisation, donc c'est un système, comme on a dit, de malware as a service. C'est-à-dire que vraiment les criminels
vendent leurs services soit de création de malware, soit de diffusion, soit de récolte. Et donc voilà, c'est à peu près ce qui est globalement récolté par les infostealers. Donc évidemment les mots de passe des navigateurs web, c'est pour ça qu'on préconise généralement de ne pas les sauvegarder sur son navigateur, hein. Sur tout type de navigateur, hein, ça va même jusqu'à Tor Browser, hein, donc ils ont vraiment prévu le scope complet, on va dire, Opera, etc. Les credentials FTP qui sont sauvegardés sur un FATDIA ou autre, les tokens Discord ou Telegram, ça permet de faire des attaques de masse après, ou des usurpations, des diffusions de malware et autres. Les wallets crypto, hein, ça c'est, on en compte quand même beaucoup. Liste de machines, les logiciels, les processus, l'IP, la config de la machine, bon ça c'est plus ou moins évident. Et les fichiers au nom juteux, type code interne.xls, mot de passe.doc, enfin tous ces fichiers qu'on n'aime pas avoir sur son SI, bah eux ils les récupèrent. Et récemment aussi, oui, collecte d'accès à des coffres de mots de passe type Bitgarden, ouais, c'est ça. Bitgarden, c'est sorti il y a 2 jours à peu près. Voilà. Donc en fait, ils sont vraiment assez omniscients, ouais, prolifiques sur voilà sur le type de données qui récoltent, et tout ça est après envoyé au C2 et après revendu soit à l'unité, soit en lot. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, 500 victimes, ça représente à peu près 300 mégas de données en fichiers compressés, hein. C'est-à-dire que c'est essentiellement des fichiers texte qui sont là-dedans. Donc, après la source Recorded Future, 80% des cyberattaques débuteraient par un infostealer, donc c'est plus du phishing, c'est plus de l'exploit One Day, Zero Day qui est utilisé, c'est ce genre de stratégie qui est quand même bien plus simple pour les criminels. C'est difficile à avoir comme info. Oui. En fait, le 80, c'est 86 en fait. C'est une info qui a été partagée par Recorded Future dans un meeting privé auquel on a eu la chance d'assister. On a vaguement confirmé l'info parce qu'il y a des comment dire, des experts Blue Team, CSIRT sur Twitter qui en parlent. Mais c'est pas évident. On pense que c'est important, on pense que c'est massif et c'est nécessairement intéressant. Mais s'il n'y avait pas cette, entre guillemets, si c'était localisé à des tout petits trucs, ce serait pas intéressant. Là, s'il y a 80% des attaques qui commencent par ça, ça mérite vraiment le coup de se poser la question. Donc c'est une info majeure, c'est pour ça qu'on vous donne la source, qu'on est capable de partiellement la confirmer. Mais partiellement, on va pas non plus vous raconter de la merde là-dessus. On y croit, certes, mais c'est assez difficile de savoir en fait. Donc sur le business model qui est vendu, un log, c'est-à-dire une victime, se vend en moyenne 10 $. Alors plus il est fraîche, plus c'est frais, plus ça coûte cher. Les abonnements mensuels au cloud, donc à ceux qui récoltent tous ces logs, ça oscille entre 100 et 300 $ par mois. Il y a des abonnements à vie, bien sûr, même si on se doute bien que ça ne durera pas à vie, on espère. On peut filtrer par pays, par site, suivant les forums ou les sites de marché noir qui existent. Et il y a aussi spécifiquement des reventes de VPN, et qui, en fonction du pays ou du sujet, la société, voilà, se vend entre 30 et 200 $. Après, c'est pas des mises sur le marché en termes enchères, c'est vraiment vendu en tas, hein. Et là, on voit une petite illustration où justement, on allait discuter avec les cybercriminels de Redline, qui est un des plus fameux info-stealers du moment. On voit bien qu'ils sont juste dans une logique de vente commerciale, enfin de vente de logiciels en fait, hein, de malware, et ils sont pas du tout dans le profit que ça peut générer derrière. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les vendeurs de pelles sont souvent les plus grands gagnants, voilà. Encore des chiffres. Ouais, alors ça c'est la photo de la conf, justement, mais j'ai pas vu qu'il l'avait mis au-dessus. Donc ça c'est le petit bug de l'autre côté, c'est le même chiffre que tout à l'heure, les 86%, il n'y a rien de nouveau. L'autre source qui est intéressante, c'est les 18 millions de machines qui ont été compromises. Alors la source de ce truc-là, c'est un site qui s'appelle infostealer.com, avec ou sans S, je sais plus, qui aujourd'hui estime à 18 millions le nombre de machines compromises. Alors nous, de ce qu'on voit aujourd'hui, on pense que c'est sous-estimé. C'est-à-dire que le moyen de ce que nous, on est capable de récupérer aujourd'hui, on va dire 50% de ce qui est disponible, c'est quoi, 50 gigas par jour? Ouais. Donc 50 gigas par jour, ça fait, on avait dit, oui, ça fait beaucoup. 500 pour 300. Ouais, c'est ça. voilà. Donc tu fais le calcul, et ça c'est pratiquement tous les jours. Et on estime aujourd'hui qu'on a à peu près la moitié de ce qui est récupérable. Par contre, ce qu'on ne sait pas estimer,
c'est quel est le degré de... Ouais, on ne sait pas si on a 3 fois les mêmes données ou pas. Ça, on y a encore un peu. Parce qu'en fait, elle peut se présenter sous plein de formes différentes. Et parfois, tu peux stocker, tu peux avoir accès, par exemple, à un ID unique de la machine, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, Redline va dire, il va dans le log dont parlait Hugo, dans le package, il va y avoir une info sur la machine, ce qui a été installé, la date du PC, même son adresse IP, des trucs assez intéressants, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est vous avez juste des énormes fichiers avec l'URL de point, le login de point, le mot de passe. Donc c'est assez difficile voilà. Donc en tout cas, nous, c'est pas notre focus principal aujourd'hui, mais 18 millions, ça nous semble tout de même une estimation basse. Ce qui peut avoir des doublons parce que les personnes sont infectées plusieurs fois par différents malwares, ou sinon, il y a des escrocs, des clouds, des scam cloud, qui en fait revendent tous les logs qu'ils ont agrégés sur les autres plateformes en disant que c'est eux qui les ont produits en changeant juste la watermark, le NFO, enfin l'équivalent du NFO à l'époque, voilà, enfin les signatures propres à leur malware. Pardon? C'est malhonnête. Oui, voilà, il y a les malhonnêtes dans les malhonnêtes. Voilà. Ils sont pas... C'est vraiment un métier de truand. Par rapport à la prévention qu'on peut faire sur ce genre de menaces, en fait, c'est souvent des stratégies d'ingénierie sociale ou d'actions réalisées par l'utilisateur qui croit naïvement faire quelque chose de légitime, installer un jeu craqué, télécharger une mise à jour parce qu'elle est vivement recommandée avec des trucs, des gifs qui clignotent. Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc, en fait, la diffusion reste encore assez nébuleuse, mais même si enfin, on verra, il y a des différentes stratégies qui sont déployées. Il convient de sensibiliser constamment les utilisateurs de ne pas installer, voilà, justement, des logiciels non autorisés sur le SI. Plus facile à dire, voilà, que souvent à faire. Interdire la sauvegarde des credentials dans les navigateurs web, plutôt utiliser une solution comme KeePass ou autre pour cela. Éviter aussi, ça on l'a vu, l'import-export de sessions. Parce qu'on a eu un client qui s'étonnait de trouver dans les PC personnels ces credentials d'entreprise. Et en fait, c'est juste que, vous savez, on peut synchroniser ces sessions sur Firefox ou Chrome et donc transférer les mots de passe d'une session à l'autre. Voilà, donc c'est des petites choses sur lesquelles il faut être vigilant. Monitorer bien sûr les fuites de mots de passe, soit pour créer une banlist de mots de passe définitive par rapport à tout ce qui peut être créé et trouvé, pardon. Visiter les mots de passe compromis et parfois une réponse à incident si on arrive à identifier, mais on verra, ils ne sont pas forcément persistants ces malwares. Et bien sûr, enfin c'est moi qui ai mis MFA everywhere. Pour dire voilà, c'est important, mais on l'a vu, ces malwares récupèrent les cookies. Donc si la donnée, enfin la personne a été piratée moins de 18 heures auparavant, le cookie peut permettre de rejouer la session et d'outrepasser le multifacteur. L'idée, c'est vraiment, c'est comme les tickets, quoi. Un cookie, c'est un ticket, une fois qu'il est valide, vous pouvez le réutiliser. Il y a une logique de temps, mais en fait, ça veut dire en termes de détection et de sécurité, donc une logique un peu proactive, il est probable qu'il faille à un moment donné aller chercher d'autres informations pour dire, ok, c'est telle personne avec tel cookie qui vient de là, et si je commence à le voir venir d'ailleurs, parce que en fait, les info-stealers restent pas, ça on verra. Donc en fait, ils rebondissent pas sur les PC pour aller rejouer des sessions. Donc par exemple, je sais pas, si je suis compromis, ils vont pas utiliser mon PC pour rebondir sur les accès qui sont compromis. Non, ils vont passer par leur propre chaîne d'attaque. Donc ça veut dire que nécessairement, au moins aujourd'hui, après tout ça évolue évidemment, mais aujourd'hui, ça veut dire que le mec, il arrivera forcément avec son cookie d'un autre endroit. Il y a des pistes à creuser potentiellement. Je ne suis pas multimer de spécialité, mais il y a des pistes à creuser. En tout cas, il faut sans doute aller pivoter sur une information pour avoir peut-être des alertes là-dessus. Par rapport à l'analyse un peu géopolitique qu'on peut faire de ce genre de malware, on remarque étrangement que les pays russophones ne sont pas impactés par le malware et puis qu'ils ne s'activent pas sur les claviers en cyrillique. Donc peut-être mettre notre récit le plus stratégique en cyrillique. On a déjà eu un débat là-dessus en interne. Les pays les plus touchés sont les pays des BRIC,
avec aussi les États-Unis qui sont particulièrement visés, mais on remarque quand même que les pays dits en voie de développement sont des cibles majoritaires, oui, voilà, majoritaires. D'une part parce qu'ils ont moins d'hygiène informationnelle, d'autre part parce qu'ils ont plus tendance à acheter des cracks, utiliser des cracks, pardon, plutôt qu'acheter des licences. Et donc, mais c'est comme c'est un pays aussi où il y a beaucoup de sous-traitants aussi qui peuvent être présents pour toutes sortes de raisons. L'attaque par supply chain est justement souvent favorisée parce qu'on a le petit prestataire dans un pays à l'autre bout du monde et qui a accès en fait à l'intranet, au VPN, etc. Et donc c'est lui qui va être plutôt victime plutôt que le SI avec le PC Corp, avec le DR tout bien configuré, etc. On remarque de notre expérience que c'est souvent les prestataires qui sont les principales victimes. Un peu plus tard que ce matin, d'ailleurs, je sais plus où il était, c'est toi qui l'as vu, mais il y avait plusieurs acteurs français qui étaient sur le même poste. Le mec était vraiment prestataire, on ne sait pas pourquoi, comment, sur des comptes d'infra, donc des comptes plus sensibles, on va dire, en moyenne que les autres. Et en fait, le truc, c'est que ça illumine vraiment la supply chain, on la voit directement. Et c'est pour ça qu'on dit ça en blague, oui, c'est la mondialisation, donc c'est vrai, en fait, on a les mecs sont partout. Il me semble que notamment les prochaines directives européennes ou autres à venir focalisent sur la supply chain, mais c'est clairement un des sujets, parce qu'en fait, en chaîne, vous avez des mecs à l'autre bout du monde qui vont bosser sur des SI ou des systèmes que vous allez réutiliser, ils ont potentiellement des accès, et en fait, en tant que responsable sécu, peut-être que vous ne le voyez pas du tout, quoi. Et nous, ça nous a permis de le voir et d'être assez surpris. Les mecs d'Amérique du Sud, par exemple, qui travaillent sur des SI français, des trucs complètement hallucinants, quoi. Hop là. Sur l'analyse un peu plus technique, même si mon boulot c'est pas réverseur, donc je précise, on voit que le système d'attaque de Redline est relativement complexe par rapport aux techniques qui sont utilisées. Ça fait appel à une pluralité d'actions qui fait que ça pourrait augmenter, on pense, le système de détection, hein, puisqu'il y a des actions, mais une des sources, enfin il y a des très bons articles sur Sequoia qui sont produits sur ça, c'est qu'il y a une offuscation du code et une non-persistance. Là, j'ai mis juste en illustration une petite commande qui est faite par le malware StIDC, qui, à la fin de tout son processus de récupération, etc., balance juste une belle commande pour supprimer toutes ces traces, et basta. Et en fait, ils ont un niveau qui est a priori plutôt très bon, mais ils ont une facilité par rapport à d'autres acteurs type ransomware, etc. C'est qu'ils ont beaucoup moins de choses à protéger. Leur truc à eux, il est quand même beaucoup plus simple, il n'a pas vocation à persister. Et donc en fait, alors leur tâche, elle est honnêtement, c'est pas une faute d'admiration, mais c'est quand même sacrément bien pensé d'avoir conçu ce système massif dans un contexte MFA avec quelque chose qui ne reste pas. Donc la surface de contre-attaque, si je puis dire, elle est faible, en tout cas elle est plus faible que sur d'autres types d'attaques où en fait votre implant ou votre malware il peut avoir beaucoup plus de fonctionnalités, ne serait-ce que de la persistance ou des choses comme ça. Et du coup ça marche pas mal. Alors une info qu'on n'a pas, donc il y a des super travaux qui sont faits par Sequoia sur la partie reverse, etc. Mais une info qu'on voit moins, c'est le taux de détection par les EDR. On ne sait pas. C'est assez difficile à savoir. On n'a pas testé pour tout dire, parce que c'est pas notre job. Mais voilà, en tout cas, nous, on n'a pas cette info-là. Et vu le niveau de succès, on pense qu'ils se débrouillent plutôt bien pour leur passer sous le nez, quoi. Un petit truc sur les techniques de diffusion aujourd'hui, celles qu'on a pu trouver. Ils communiquent pas trop, en tous les cas, tu me confirmeras Hugo, mais sur les télégrammes, ils communiquent pas trop en fait. Les sources de données, là où ils mettent les données, les clouds, c'est pas là où ils vont communiquer sur la technique de diffusion. Ça, c'est un peu la chasse gardée de chaque groupe en fonction de ses affinités, etc., etc. Mais classiquement, on va trouver du phishing, de l'exploitation, de sex extorsion. C'est le mail où vous savez, vous recevez, on vous dit que vous avez été filmé en train d'aller faire des cochonneries sur un site, usurpation de vidéo YouTube, et puis c'est un cycle, en fait, c'est de la data qui se réutilise. Vous pouvez utiliser un accès X que vous avez obtenu grâce à un info-stealer à un instant T, utiliser un accès dedans pour le rejoindre à un instant T plus 1 et du coup réenclencher une autre campagne sur, par exemple, un YouTuber fameux que vous avez eu par chance, quoi.
Usurpation de sites légitimes d'outils populaires, donc beaucoup d'utilisation de SEO pour grimper dans les résultats. Alors, j'ai cité Nidesk, les fausses mages, j'ai les calendriers aussi, enfin la diffusion via des logiciels contrefaits. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur Alternative tout, vous connaissez probablement, vous êtes plusieurs à connaître. Bah, je me suis dit putain, j'ai eu la flash, je me dis attends, regarde ce truc, ça sort d'où, c'est qui? Bah, il sonnait un petit peu sur Virus Total par exemple. Donc c'est vraiment ils utilisent tout et ils ont les moyens d'utiliser, ils ont de l'argent, donc ils ont vraiment les moyens de jouer avec plein de choses et donc voilà, ça ne cesse de grossir. Et ils n'hésitent pas, par exemple, à acheter des pubs sur Google ou des choses qui peuvent paraître tout à fait standards pour justement avoir du trafic et permettre la diffusion au mieux. Ou c'est sur le nombre de vidéos YouTube où on vous explique comment craquer facilement un logiciel et avec une voix qui est faite par intelligence artificielle, etc. Généralement aussi, c'est des très bons moyens de diffusion. Alors, surtout que les gens naïvement doivent se dire, ah, il doit y avoir connivence entre l'éditeur d'antivirus et mon logiciel craqué parce que c'est bizarre, il est détecté. Non, quand c'est un virus, c'est un virus. Voilà, enfin, il y a aussi une logique un peu d'éducation à faire, parce que souvent les gens pensent que voilà, il y a des intérêts financiers derrière ou autres des éditeurs de logiciels, alors que pas du tout. Par rapport à une petite analyse un peu sociologique, parce qu'en fait c'est tout un écosystème, hein, avec ces guerres de clans, avec des réactions à des sujets d'actualité géopolitique. On l'a vu par exemple en réaction à la guerre d'Israël, certains clouds ont volontairement diffusé l'intégralité des logs qu'ils possédaient qui avaient comme IP de provenance israélienne. C'est suivant les actualités, il peut avoir différentes réactions et différentes actions commises par ces clouds. Il y a aussi l'organisation du signal arnaque du cloud, c'est-à-dire des groupes communautaires où en fait les gens se partagent toutes les escroqueries qu'ils ont pu avoir dans le milieu du cloud et recommandent tel fournisseur d'accès de log comme étant illégitime ou légitime. Et ainsi se créent aussi des guerres, hein, des guerres qui conduisent des fois à du doxing, donc à la diffusion de données personnelles de certains administrateurs, où on essaye de récupérer tous les logs payants d'un cloud pour en fait les diffuser chez soi, pour reprendre les utilisateurs et montrer à quel point l'autre cloud n'est pas sérieux. Donc c'est assez intéressant à observer quand ils se tapent dessus, un peu moins quand c'est sur les SI de nos clients. Mais c'est des coups de 20 à 30 terrains, hein, parfois. Même il y a 30 voilà, terrains qui vont sortir d'un coup. c'est Je les ça. mets où, quoi? Enfin, Voilà, donc voilà, ils diffusent, oui, sur des comptes méga qui survivent 24 heures. Ils diffusent l'intégralité du cloud sur 3 ans du concurrent et en disant regardez comme il est mauvais. Ou ils trouvent une photo qui disent être celui de l'administrateur. Ils la diffusent partout. Ils en font un GIF pour le channel Telegram. Chaque fois qu'il y a un truc rigolo pour humilier quelqu'un, on sort le GIF. Enfin voilà, vous voyez l'idée un peu qu'il y a derrière. Donc voilà, ça c'est un extrait de conversation qui illustre un peu la chose. Par rapport au quotidien aussi qu'on rencontre lorsqu'on fait de l'analyse CTI sur les Steelers, voilà, il y a une veille manuelle, une veille automatique et les interactions humaines. C'est comme ça un peu qu'on a défini la chose. On a un peu bêtement mis l'illustration du cycle du renseignement, mais en fait c'est du renseignement sur la menace, donc le cycle du renseignement quand même fait sens. Et on voit qu'il faut diversifier ces sources qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. On verra un peu mieux. J'ai un truc qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais il y a un petit thème CTI aujourd'hui. Donc vous allez avoir Filigrane, donc Samuel juste après, l'outil OpenCTI est quand même beaucoup plus massif, automatisé. C'est une autre approche de la CTI. Disons que nous, on est un peu besogneux là-dessus, quoi. On est un peu besogneux à aller gratter et dialoguer avec des mecs qui sont quand même, comme vous l'avez dit, des escrocs patentés. Et tout n'est pas du tout automatisable, en fait. Donc avant de mettre de l'automatisation, il y a quand même un cycle où il faut y aller à la main, quoi. Et faut aller gratter des trucs, tester des trucs, et voilà. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes. Les échelles de données sont intéressantes après, mais en tous les cas, au début, pour rentrer dans ces systèmes-là, c'est comique, quoi. C'est vraiment, on parle un peu d'entre guillemets, toute proportion gardée, d'infiltration numérique, et voilà, Hugo et autres, on va aller raconter des bêtises à des mecs pour essayer d'avoir de l'info, quoi. Voilà.
c'est une autre façon, en tout cas, c'est un autre pan un petit peu de la CTI dont on essaie de faire un truc pragmatique. Mais voilà, on part d'un système qui est pas du tout, c'est pas du tout facilement automatisable, en tous les cas au début. Oui, voilà, parce qu'en fait, il convient de trouver ces capteurs au départ, et après, on peut mettre de l'automatisation une fois qu'on les a trouvés et qu'on sait où on met les pieds. On estime, nous, de 50 à 70 clouds. Alors, il doit y avoir des scams cloud aussi dans le tas, parce que ils évitent de l'afficher quand ils escroquent les gens. Donc, une production de plusieurs dizaines de gigas par jour de log. Qui est mis soit sur des sites de stockage type Mega, soit sur Telegram, soit sur des films de leur propre plateforme, ce qui est plus rare quand même, mais ça arrive. Et on voit, ils font des flyers, ils font des visuels, ils font des petites publicités avec des gags ou autres, etc. Des moments de réduction aussi. Pour les 3 premiers, 50%, ou pour des événements particuliers aussi, peut-être à Noël, vous aurez des réductions. La collecte se fait aussi. Non, c'est pour Black Friday. Voilà. La collecte se fait pas que sur les chaînes Telegram, elle se fait aussi sur les forums. Là, c'est plus facilement automatisable, les forums, même si on sait que les comportements excusez-moi, sont parfois monitorés sur certains forums où il faut faire attention avec les IP avec lesquels on est, ou les recherches qu'on peut faire. Est-ce que envoyer tous les noms de ses clients en recherche manuelle automatique toutes les 24 heures sur le même forum peut avoir des risques pour la réputation du client? Bon, je vous laisse juger. Voilà, donc il y a toutes ces choses. Là, on a illustré cette slide avec un groupe, mais je ne sais plus s'il est encore actif, qui s'appelle Broker, qui est vraiment un initial access broker qui, à mon avis, se base sur les Steelers. Eux, ils vous vendent directement les accès domaine AD, AD compris, ouais. AD compris avec tous les utilisateurs, etc. Et je sais pas s'il y a le prix. Il l'était il y a encore Oui, c'est 0,5 BTC. 0,5 Bitcoin. Je pense que ça va augmenter au 1er janvier comme tout, mais voilà. Mais voilà, je suis. Ça devrait suivre l'inflation. Bitcoin, c'est au choix. Et donc justement, c'est pas que de l'ordinateur, c'est aussi de l'humain, dans le sens où il faut aussi avoir un réseau de sources qui sont plus ou moins fiables, qu'il faut alimenter en termes de discussion et de vie régulièrement, et qui nous permettent d'avoir les derniers tuyaux, tendances, nous permettent de valider ou pas la source d'une information. On sait qu'il y a une fuite d'informations qui concerne tel client, et ben en fait, c'est bien de vérifier que c'est pas un scam ou que c'est pas du scrapping, tout simplement, comme on l'a vu pour de nombreuses fuites de données, pseudo-fuites de données qui étaient en fait juste du scrapping, et que beaucoup d'influenceurs sur LinkedIn n'ont pas décelé, hélas, mais bon, c'est les bruits, c'est les fruits de, voilà. C'est aussi de l'analyse, beaucoup d'analyse. Donc on a dit, il y a un traitement automatisé qui doit se faire à force lorsqu'on a capté les bonnes sources, mais pour récupérer des dizaines de gigas par jour ou pour chercher ce qui est dedans, vous vous doutez bien que c'est pas avec que grep qu'on peut faire ce genre de choses. Et donc, il faut voilà, de l'automatisation, mais toujours une patte humaine pour justement traiter les faux positifs, contextualiser la donnée, savoir si une donnée est récente, vieille, d'où peut être la primo-infection, identifier la machine qui est victime, etc. Là, on a mis un exemple qui est un marché noir assez connu qui s'appelle Russian Market. Sur ce genre de plateforme se vendent les logs et ils ont des dizaines de millions de logs aussi. Tout ça, le chiffre de 18 millions était un peu. Mais eux, par exemple, typiquement, ils vendent à l'unité. Ils vendent à l'unité, On n'a voilà. pas vu Alors, on peut même payer avant pour avoir le log avant pour éviter qu'il soit truc, mais c'est plutôt à l'unité en fait. Et bon, bah, celui-là, par exemple, faut être malin pour trouver un truc pour le suivre, quoi. Bah, il n'y a pas de mensonge, c'est galère. Les autres, quand on a de la masse, bah, on peut faire de la masse. Du coup, récupérer beaucoup de données, les post-traiter, les stocker. Surtout si les sources sont type Telegram ou Mega ou autre chose. Là, celui-là, il est plus galère, par exemple. Donc, voilà. Donc, on a toujours des gens, en tous les cas, au début et à la fin, c'est au milieu où on accélère le process. Et donc, alors après, c'est pareil, on est très transparent là-dessus. Nos concurrents, il y en a en France, mais c'est un sujet qui est compliqué, très compliqué en France. Beaucoup sont à l'étranger et les clients, les prospects ont l'habitude de travailler avec des gens qui sont plutôt à l'étranger, qui n'ont pas le même
cadre juridique. Et aujourd'hui, c'est vrai que la difficulté qui est identifiée, par exemple, c'est comment on protège. Parce que finalement, c'est ça l'objet. Est-ce que la menace est vraie? Ça, c'est la première question qu'on a posée. Bah, la réponse est oui, par la masse, la quantité. On a vu plus de 8 millions, a priori, de clients. Nous, on sait on le voit chez nos clients, on sait qu'on a des remontées régulières de trucs pertinents, donc on sait que c'est vrai. On sait que ça a été utilisé dans des attaques à plusieurs reprises. D'autres éditeurs le disent, etc. Donc on pense que la menace est réelle et qu'il faut mettre quelque chose dessus. Donc après, comment on se défend? Est-ce qu'on se défend sur le endpoint? A priori, ça marche pas trop. Est-ce qu'on se défend au niveau de l'EDR? Pardon, au niveau des SOC, des SIEM, des SOA, enfin de toute cette galaxie d'outils, ça a l'air compliqué également. Donc en fait, nous on s'est dit, honnêtement, le plus simple pour se défendre, c'est quand même d'aller chercher la donnée et au plus tôt, au plus proche de sa capture sur le poste de travail, parce que plus le temps s'éloigne, plus en fait le risque augmente, même si la probabilité d'utilisation va baisser. Donc en fait, il faut aller dealer avec des criminels. Le truc, il est là, quoi. Il faut aller leur parler, il faut aller récupérer des choses. Donc se posent deux questions. La première qui est effectivement une question de comment est-ce qu'on a le droit d'avoir cette donnée? Et la deuxième question, c'est quid des données personnelles? Parce qu'il y a quand même un moment où on se dit, on a plein de données sur plein de gens qui n'ont jamais rien demandé, qui peuvent être en Europe ou ailleurs. Et de toute façon, nous, on est ici, donc on bosse en France et on bosse sur des infras françaises et on bosse pour des clients français essentiellement. Donc il y a un moment donné, il faut rentrer un peu. Donc aujourd'hui, nous, on a des avocats, on travaille avec ça. Et on a réussi à trouver un cadre juridique, mais voilà, c'est un vrai sujet de comment, sur cette menace qui est vraiment particulière, finalement, on arrive à monter un système de défense et de protection qui soit adapté. Et on n'a pas toutes les réponses, hein. C'est des questions qui sont encore sous examen, mais ça fait partie du sujet et on ne voulait pas non plus le laisser de côté. Aujourd'hui, on ne fait pas de cyber sans un cadre juridique, en particulier en Europe, qui est relativement qui est protecteur, qui est intéressant, mais qui est aussi compliqué. Donc voilà, nous, c'est le système de défense auquel on a pensé, mais il y en a peut-être d'autres, et voilà, c'est pas un sujet fini, quoi. Voilà, c'est pour ouvrir un peu le débat aussi sur un truc. Si tu avais autre chose à me dire après. Non, mais écoutez, c'est bon pour nous. Coup de feu pour la question. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation.